Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Le débat aujourd'hui, comment redonner vie à nos villages. De plus en plus de villages se sentent isolés, des commerces qui disparaissent, des habitants qui s'en vont. On en parle ce matin avec Fabrice d'Allongeville. Bonjour, vous êtes maire d'Auger-Saint-Vincent, 518 habitants. Bonjour, vous êtes président de l'association des maires ruraux de l'Oise. Bonjour. Et Olivier Damézin, bonjour, vous êtes député LREM du Lot-et-Garonne, membre du groupe des enjeux de la ruralité à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que le gouvernement a décidé de prendre un peu cette question à bras le corps. On a vu qu'il y a eu plusieurs initiatives qui ont été lancées par plusieurs associations pour essayer de redonner vie au village. Alors racontez-nous un petit peu quelle est la situation aujourd'hui, le constat que vous faites. Il y a des villages aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a des chiffres qu'on a du mal à vérifier. Un petit village sur deux n'a plus de commerce. C'est un chiffre que vous confirmez ? C'est même plus que ça, c'est 60% des communes qui n'ont plus aucun commerce. 60%. Alors, moi, déjà, je suis effectivement député, mais avant, j'ai été élu d'un tout petit village, du Lot-et-Garonne, Beauville, de 600 habitants. Et donc, je connais la problématique. Alors, nous, on a été un village un peu atypique, et on l'est toujours d'ailleurs, heureusement. C'est qu'on est à 30 km des villes principales du département, et on a encore une multitude de commerces. Ouais. Mais un village qui se retrouve entre 5, 10, 15 km des grandes villes, généralement, ils n'ont plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de commerce. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Fabrice d'Allongeville ? Rebonjour. En fait, faut faire toujours attention parce qu'on ne peut pas généraliser. Il n'y a pas une ruralité, il y a des ruralités, il y a beaucoup de choses différentes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance quand même ? Si, vous l'avez constaté depuis 30 ans, évidemment, il y a une tendance, il y a une disparition du petit commerce, mais sédentaire. En revanche, il y a une vraie émergence du commerce non sédentaire, c'est-à-dire un pizzaiolo, une rôtisserie, un peu de circuit court et qui viennent de façon épisodique une fois par semaine dans les communes. Et ça, c'est quand même un mouvement qui se développe pas mal. Et de même pour le boulanger qui continue de passer avec sa camionnette dans les communes. Mais c'est vrai qu'il y a plus dans les petites communes de commerce fixe. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. De moins en moins. Chez vous, il y a quoi, par exemple, très concrètement Nous, il y a dans un votre boulanger. village ? Donc, depuis, à partir de demain, il y a une petite machine automatique qui distribue du pain, qui est fait par un boulanger qui a 5 km, donc c'est très bien. Ouais. On a un pizzaiolo le mardi soir, une rôtisserie. Ouais. Et puis, il y a un autre phénomène qu'on a toujours tendance à ne pas évoquer, mais c'est Internet. Vous savez, le plus grand magasin aujourd'hui est en ligne. Ouais. Donc, les habitants des communes, à partir du moment où ils ont du réseau, ils commandent et ils sont distribués. Vous le dites très bien, à partir du moment où il y a du réseau, je prends l'exemple de mon père, il n'y a pas de réseau. Donc, il est totalement isolé dans un petit village et il n'y a pas de réseau ou très peu de réseau. Il y en a peut-être très peu, sauf que ces gens-là se retrouvent... je donne un exemple très personnel. Julien de Normandie est arrivé au gouvernement. On a fait ce constat-là. Il ne fallait pas être au gouvernement pour le faire, mais bon, par contre, comme on était aux manettes et on a pris ces décisions-là, c'est-à-dire qu'il y a des contrats qui ont été signés avec les opérateurs et dans 5 ans, il y aura la fibre optique sur tous les départements de France et surtout sur toutes les communes. C'est l'engagement qu'ont pris les opérateurs et également les zones blanches de téléphone mobile. Ouais. Et il est certain que quelqu'un maintenant qui veut venir s'installer, et c'est ce que je crois d'ailleurs, le renouveau de nos villages, avec la fibre qui va arriver, la fibre optique qui va arriver dans tous les départements de France et donc dans tous les villages, ça va permettre aux gens de venir s'installer chez nous, parce qu'actuellement c'est un blocage complet. Vous le dites pour votre père, mais quelqu'un qui veut s'installer là-bas, un architecte, un ingénieur, il ne peut pas. Il peut pas travailler, bien sûr. Alors là, j'espère que dans les 2, 3, 5 ans qui arrivent, ça sera le cas. Mais c'est long. C'est long, mais bon, vous savez, comme a dit monsieur le maire tout à l'heure, il y a 30 ans que c'est le problème, et encore, on peut peut-être même rajouter une décennie de plus. Vous faites partie, Fabrice d'Allongeville, de ces élus qui sont plutôt optimistes. Ouais. Vous dites, on peut repeupler les villages, on peut faire revenir des gens, on peut les faire revivre. C'est pas qu'on peut, c'est que c'est déjà le cas en fait. Vous savez que j'ai pas de retour. Et il y a de nouveau un repeuplement entre guillemets des campagnes par rapport à l'attirance des villes. Ce sur quoi il faut lutter, c'est le mirage de la métropolisation, quoi. C'est-à-dire tout le monde concentré dans un lieu unique et avec toutes les productions de richesse. Et une nouvelle fois, dans les ruralités, il faut distinguer ce qui est un territoire rural à 1h ou 1h30 d'une métropole de ce qu'est un territoire rural vraiment très isolé.
loin d'une destination TGV, comme la France est structurée. Mais moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je me méfie aussi de moi-même. Mais on ressent, ne serait-ce que dans le tourisme, par exemple, le tourisme vert, l'aspiration à faire de découvrir des territoires de proximité. Les territoires ruraux sont vraiment bien positionnés et ont une offre à faire valoir. Encore faut-il aussi que les élus prennent conscience. Et je pense que des évolutions générationnelles vont le permettre. Avec des maires plus jeunes et qui se disent, finalement, l'histoire n'est pas finie. Ouais. Et je pense que... Pourtant, moi, je suis élu depuis 2001. Ouais. Il y a 20 ans, on entendait vraiment, c'est fini dans nos communes, tout disparaît, il n'y a plus de services publics. Bientôt, alors on l'entend encore aujourd'hui, trop de communes en France, etc. Il faudrait les concentrer, les réunir, ce qui est vraiment une aberration, une grosse connerie. Mais ça permet quand même aujourd'hui, avec une nouvelle génération, les circuits courts, les problèmes environnementaux, l'évolution de l'agriculture, de se dire... Il y a quand même des tailles, il y a des mailles de proximité où les gens aspirent à être proches les uns des autres. Et là, on a une vraie chance de nouveau à voir des villages se redynamiser. Oui, on a Caroline qui nous dit sur Facebook, sur le site Facebook de Sud Radio, monter un commerce, c'est compliqué. Brigitte nous dit un petit village sans Internet, ça limite les installations d'usines, d'entreprises ou des magasins, des zones blanches. Il y en a encore plus qu'on ne pense, en effet. 0826 300 300, si vous voulez témoigner. Olivier Damézin, effectivement. L'idée, c'est de recréer du lien, c'est de retisser, de remonter des commerces. Il y a plusieurs opérations et je pense à celle du groupe SOS, 1000 cafés avec des subventions pour monter des cafés. Racontez-nous un petit peu. J'allais en parler, d'ailleurs, dans mon département, il y en a déjà 2 parmi les 24 communes de France qui ont été choisies. Il y en a 2 dans mon département. Et à toutes les cérémonies de vœux, j'ai lancé ce message dans les petites communes. C'est un projet très intéressant et si vous voulez, il y a quand même 30% de la population qui vit dans des communes de moins de 3500 habitants. Ouais. 30% des Français. 3 Français sur 10 qui ont des problèmes pour avoir des services près de chez eux, que ce soit les services publics ou les services alimentaires, épicerie, café, boulangerie et autres. Donc là, le café... Le but de cette licence 1000 cafés, c'est vraiment de mettre un multiservice qui puisse apporter, que ce soit du tourisme, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, comme aussi un distributeur bancaire. On peut offrir beaucoup de choses dans un point comme celui-ci. Et comment ça fonctionne alors ce projet de... Alors là, il faut monter bien sûr un projet qui passerait vraiment en commission et on peut partir là-dessus. Moi, j'ai bon espoir que de 1000 cafés, on renouvelle l'opération régulièrement et pour qu'il y en ait un maximum. Avant, il y avait plus de cafés que de communes en France. Alors maintenant, le chiffre exact, je ne le connais pas. Mais avant, on avait 36 000 cafés en France. C'est plus le cas. Exemple personnel, dans un petit village que je connais bien, il y avait 3 cafés. Il n'y en a plus du tout maintenant. C'est ça. Sandra nous dit, moi, j'ai fait une création d'un salon de coiffure. Ça a été très dur dans un petit village de 900 habitants. Charge lourde. De plus, le seul réseau qui passe, c'est Orange. Donc, obligé de ne prendre que, pas le choix de choisir. Et c'est très compliqué. Effectivement, il y a cette question du monopole d'Orange aujourd'hui qui... envoie balader parfois les gens et qui ne fait pas forcément ce qu'il faut. Oui, il y a quelques quinquennats, je crois que c'était sous Jacques Chirac, il y avait la zone ZRR, donc zone rurale de revitalisation, qui avait été mise en place. Et là, elle devait être supprimée. Nous, on s'est battu, les nouveaux députés, pour continuer. Ça allait jusqu'à juillet 2020 et là ça va passer jusqu'à décembre 2020, donc on espère aussi pouvoir le faire parce qu'il y a plus de 4600 communes qui sont concernées et là c'est important parce que l'exemple de votre coiffeuse est l'exemple type. Si on n'est pas en zone ZRR, c'est quand même très compliqué, faut l'avouer. C'est bien beau dire aux gens d'aller vous installer, mais après il faut aussi que les habitants faut aussi, c'est un message que les habitants jouent le jeu. On va être d'accord tous les 3 sur le plateau, il faut aussi que les habitants jouent le jeu. Absolument. Parce que c'est facile de dire il n'y a plus rien, mais quand on va dans la grande surface, quand on rentre du travail, plutôt que d'aller dans l'épicier ou boulanger de son village, ou même le pharmacien, c'est important de jouer le jeu, quoi. Ça, j'imagine que c'est aussi un exemple parlant. J'ai un exemple en tête. Dans ma commune, on a tenté de réimplanter un marché avec l'offre de base, primeur, charcutier, poissonnier, etc. Ils ont tenu l'hiver. Les prix étaient 10% supérieurs à ce qu'on pouvait trouver en grande distribution. Et finalement, ils ont décidé d'arrêter, quoi. Mais je pense que c'était trop tôt, et la forme aussi, parce qu'il faut s'adapter aussi aux besoins, à la forme et à l'évolution des attentes des habitants. Donc, quand ils sont clients, ils sont exigeants, quoi. Donc, là, je repense à l'opération 1000 cafés. En fait, une nouvelle fois, il faut bien distinguer quand on parle d'une commune rurale, entre une commune de 3000 habitants, c'est pas la même chose qu'une commune de 500 habitants comme la mienne, quoi. Exactement. Donc, faut toujours faire attention à, effectivement, il reste moins de cafés dans les petites communes, il n'y en a plus.
comme la mienne. Ouais. Sauf, j'ai l'exemple à Ormois-Villers, à côté de chez moi, il reste un café, mais qui s'en sort bien, mais c'est vraiment à la limite, quoi. Mais il y a une zone de passage. C'est sur une départementale très empruntée. C'est ça, donc là, ça marche, il y a du flux. Mais pourquoi il n'y a plus de café chez vous, par exemple ? Parce que le café, est-ce qu'il y a aussi une évolution et les élus à l'époque ont laissé partir la licence 4, par exemple. Ouais. Et puis c'était ce que je vous disais tout à l'heure, psychologiquement, on considérait que c'était fini, c'était la ville qui primait, quoi. Il n'y avait plus rien dans les communes. Donc là, aujourd'hui, je travaille avec... pour créer un café associatif, parce que je m'étais intéressé à l'opération 1000 cafés. Ouais. Mais le montage de 1000 cafés ne correspondait pas à notre besoin. Donc café associatif avec une opération de financement participatif qu'on porte avec Bouge ton coq. Bouge ton coq, voilà. C'est ça. Racontez-nous un petit peu ce que c'est. C'est une approche... Alors le financement participatif, c'est particulièrement bien développé depuis quelques années, et avec différentes options. Et là, ce qui est intéressant avec Bouge ton coq, c'est déjà un vrai positionnement sur les territoires ruraux, donc la ruralité au sens large, et avec un système d'abonnement, c'est-à-dire pour 2 € par mois, vous décidez de mettre du sens à un investissement. Et 2 €, ça paraît peu, comme ça, quand on l'exprime, mais cumulé, ça peut atterrir et faire une somme conséquente. Là, nous, on a positionné la création de notre café associatif, on vise 5 000 €, et avec cette somme, on va pouvoir faire les aménagements de base, et surtout créer une émulation dans la commune, autour de ce projet, et en faire parler, quoi. Donc c'est vraiment une option intéressante, et au-delà du café associatif, ça couvre bien d'autres sujets. Mais c'est pas juste pour pallier à la baisse des dotations de l'État, etc. Il y a un petit bout de ça, mais finalement c'est plutôt redonner du sens. Et d'utiliser ce type de moyens pour dire aux gens, de leur donner un message, et avec les élections, c'est l'occasion de le dire, l'histoire n'est jamais finie, quoi. Et si on y croit un peu, on se met ensemble, on peut réussir à recréer des liens de sociabilité, mais sans forcément penser à des gros investissements. C'est ça une vraie différence aussi. On ne pense pas au contenant. Le contenant, on le met de côté, mais c'est le contenu qui prime. Donc que ça soit juste un bout de zinc, que mettre une table, que les gens puissent jouer aux cartes, boire un coup, ou faire un apéro le samedi midi, que tout le monde se retrouve, ou le dimanche midi. Voilà, c'est suffisant, et on crée de la sociabilité comme ça. Ouais, on a beaucoup de réactions sur Internet de nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous disent Claudine nous dit, là, j'ai plus Internet depuis 8 jours, c'est laborieux, je n'y arrive pas. Une autre qui dit, moi, pour faire chambre d'hôte, j'ai pas Internet, qui arrive très mal, et quand on veut faire du tourisme et qu'on n'a pas Internet, c'est assez étonnant d'ailleurs que là, nos auditeurs qui réagissent nous disent c'est compliqué. Malheureusement, elles ont raison. Ces personnes, c'est très compliqué. Mais enfin, ceux pour qui ça se passe très bien vont pas réagir pour dire qu'ils se passe bien. Non, en général, mais on parle plutôt des trains qui arrivent en retard. Je suis d'accord, mais sauf que ça veut dire que ça existe. Mais malheureusement, il y en a. Non, mais il y en a, indéniablement, mais c'est pas une majorité aujourd'hui. Généralement, il y a quand même toujours la solution, hein. Soit par satellite, soit par... qui n'est pas forcément la plus économique. Très onéreux, absolument. Elle est plus onéreuse, c'est certain. Mais ça peut être une solution aussi à apporter. Ça, il faut voir avec son département, parce que ce sont les départements, ça se gère au niveau du département. Mais il y a des solutions qui ont été apportées par rapport à des projets, justement. C'était aussi le cas de chambres d'hôtes qui ne captaient pas, et c'était quand même un gros problème pour eux, pour les réservations. Et surtout pour les taux. Faire revenir des habitants dans les villages. Oui, alors, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même les maisons France Service qui vont commencer à être déployées dès cette année. Et ça peut être vraiment un atout aussi pour nos. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Alors, c'est pas pour les villages de 500 habitants, c'est ce qu'on dit. Il y a plusieurs. De 2500 ou 3000 habitants, voilà, ça reste quand même à l'échelle d'un village. Et les maisons France Service, mais il y en a qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de services, que ce soit à la limite, il reste l'agence postale dans la mairie et quelques services par-ci par-là. Mais le but du jeu, c'est au contraire d'inciter les maires, surtout les maires et puis les habitants à travailler au niveau de sa commune. Et notamment, il y aura tout ce qui est service juridique, service de la poste, service bancaire. Pôle emploi, une multitude, c'est pour gérer les retraites. Tout ce qui est social également. Donc ça devrait être un atout pour nos communes pour l'avenir. On va en reparler dans un instant. On marque une toute petite pause. On est ensemble avec vous sur Sud Radio. Et appelez-nous pour témoigner 0826 300 300 si vous habitez un petit village, comment ça se passe chez vous, est-ce qu'il y a des commerces, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec un café il faudrait retisser du lien. On vous attend 0826 300 300. À tout de suite avec vous sur Sud Radio. Comment redonner vie aux villages? Alors il y a plusieurs types de villages en France, on l'évoque avec Fabrice d'Allongeville, maire d'Auger Saint-Vincent, 518 habitants, président de l'association des maires
maires ruraux de l'Oise, et Olivier Damézin, député LREM du Lot-et-Garonne, membre du groupe d'études Enjeux de la ruralité à l'Assemblée nationale. Beaucoup, on va y revenir, un sentiment d'abandon d'un certain nombre de Français. Vous vouliez réagir, Fabrice d'Allongeville, sur ce qu'évoquait tout à l'heure Olivier Damézin, à savoir les maisons France Service qui doivent ouvrir dans chaque canton d'ici 2022 et qui regrouperaient donc les services comme GDF, Pôle emploi, la Sécu, la retraite, etc. Oui, simplement pour préciser que la première maison de service public, c'est la mairie. Oui. Le maire représente l'État. La secrétaire de mairie ou le secrétaire de mairie sont les représentants de l'administration, entre guillemets. Donc, il y a aussi à penser la proximité de l'administration en utilisant de façon plus efficace et mieux les mairies. Ouais. Et avant de penser des points de création, parce que vous allez dans la grande ruralité, une maison par canton, donc c'est les nouveaux cantons en plus, c'est pas les anciens cantons, c'est les nouveaux cantons. Donc des gens qui vont faire 15, 20 ou 25 minutes de voiture pour se rendre sur place. Donc se soulève la question de la mobilité. Plus, hein. Et actuellement, elles le font peut-être plus parce que l'État a décidé de réorganiser sa présence territoriale. Mais il faut garder ça en tête. Et qui a le plus besoin de ces maisons de services publics, c'est-à-dire d'une présence physique, c'est ceux qui sont plus éloignés du digital et de l'usage de l'administration. Donc finalement, les nouvelles générations ne vont pas être forcément aller chercher de la proximité physique. En revanche, les personnes plus âgées, celles qui sont le moins à même d'utiliser ces outils, vont aussi avoir des difficultés pour aller rejoindre ces maisons. Donc, vigilance quand même sur ce point. Mais il y a un problème d'emploi aussi dans ces villages. Je veux dire, si les habitants quittent ces villages, c'est aussi parce que y a des usines qui ont fermé, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas parler d'une généralité, si vous voulez. Mais je peux juste donner mon exemple de député de la ruralité. Quand j'ai été élu en 2017, j'avais une multitude de personnes, parce qu'il y avait le renouveau, il y avait le nouveau député, certainement, je ne sais quoi, qui sont venus vers moi pour essayer de trouver du travail. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui n'ont pas débouché sur un poste. Depuis 2018-2019, je vois énormément de chefs d'entreprise qui viennent me voir dans la même circonscription, donc le même bassin, en me disant qu'ils n'arrivent à recruter personne. On est devant ce paradoxe aussi chez nous, que maintenant, on fait venir un maximum de main-d'œuvre étrangère, parce que moi, c'est la culture, c'est l'agriculture chez moi, principalement. Donc, on a un gros problème aussi. On a quand même pourtant beaucoup de chômeurs, mais il y a un problème de connexion entre l'employeur et l'employé. Et ça, c'est quand même un problème qui est récurrent depuis de nombreuses années. J'espère qu'on va y arriver. Mais bien sûr qu'il y a des chômeurs qui peinent à trouver du travail, mais il y a énormément de chefs d'entreprise qui peinent à trouver du personnel. Et ça, c'est particulièrement typique à la ruralité, parce que dans les bassins de vie, style ici à Paris, on cherche moins que... C'est plus facile qu'à trouver. Chez vous, vous êtes peut-être un petit peu moins concernés ? Non, on est un peu moins concernés, mais en revanche, les gens se déplacent pour travailler en région parisienne ou à Roissy, parce qu'on est situé à 40 km au nord de Roissy, on n'est pas très loin. C'est différent. Ce qui se pose, nous, vraiment comme difficulté, c'est le point sur la difficulté de développer le télétravail. C'est-à-dire de pouvoir permettre aux gens qui sont dans des activités de service, qui peuvent réaliser ces prestations à distance, de pouvoir le faire chez eux. Donc nous, on a lancé RuraConnect, par exemple, c'est d'identifier. J'ai reçu une première start-up en séminaire une journée dans la mairie, comme quoi tout arrive. Vous avez une bonne connexion, la mairie ? Oui, on est pas mal. C'est pas toutes les mairies. Mais on vend aussi un peu la déconnexion, on va essayer de faire un peu de marketing. Mais sinon, pour être plus sérieux, en fait... L'idée, c'est aussi de pouvoir développer cette partie-là du télétravail. Donc, les gens passent moins de temps dans les transports. Et ça, c'est une réalité dans tous les territoires autour des métropoles. Alors, c'est une partie. Et l'autre point sur lequel je voulais insister aussi, c'est pour l'attractivité, c'est la question de la santé. À partir du moment où vous avez une carte de santé qui est difficile, où les médecins ne souhaitent plus s'installer dans les maisons de santé pluridisciplinaires et ils veulent être fonctionnalisés, donc d'avoir un salaire ou un travail régulier à 40 heures par semaine, mais pas plus. Donc là, c'est un vrai problème aussi pour rendre plus attractif. Mais à notre niveau, c'est difficile, comme maire. Il faut au moins que ça monte au niveau des intercommunalités, que la réflexion en soit là, et que l'État change aussi son point de vue. Le sentiment d'abandon que peuvent avoir un certain nombre de Français. Alors là, on peut parler quand même de la ruralité dans son ensemble. Clairement, juste pour l'exemple, moi, dans mon bassin de vie de 55 000 habitants, pourtant on n'est pas trop loin de Paris, il n'y a plus de médecin de garde le week-end. Donc c'est direction les urgences, c'est ça. Donc là, ça tend à essayer de se remettre en place, parce qu'il y a quand même des prises de conscience.
Mais les solutions sont... Il faut qu'on clarifie nettement, par exemple, sur les médecins, qu'il y a une génération aujourd'hui qui veulent être fonctionnalisés. Oui, oui, ça, ils veulent être salariés. Très clairement. Pas forcément fonctionnaires, mais au moins salariés. Oui, aller bosser dans des labos, être, voilà, être c'est-à-dire que, salarié. Et on n'est plus dans le mythe du médecin oui. libéral qui va s'installer avec une clientèle de... pour faire 80 heures par semaine. Oui, il y a une évolution. Il y a une vraie évolution. Il y a une vraie évolution, oui. Mais dans ce complément d'information, bon, c'est pas la même chose, mais qui est vraiment Olivier un complément Damezin, et qui surgit pour nous dans la ruralité. Donc, on a beaucoup d'éleveurs dans mon département et dans ma circonscription, et dans le sud-ouest en général. Et maintenant, on a le problème des vétérinaires. Ouais. Qui sont liés à la même problématique que le médecin. Donc, oui, on a vraiment un manque évident de vétérinaires. Et donc, la problématique, si on n'a pas de vétérinaires, on n'a plus d'éleveurs. Si on n'a plus d'éleveurs, on n'a plus d'habitants. Et si on n'a plus les éleveurs, qui va entretenir nos patrimoines, nos paysages, ça va être assez complexe. Donc, là, on est en train de réagir nous, au niveau du Lot-et-Garonne. C'est un lien vraiment assez surprenant qui surgit assez radicalement, ça, on va dire. C'est un changement de société générationnel, et c'est ce que disent souvent les médecins, même des professeurs qu'on a pu recevoir qui disent, mes enfants disent, mais moi je ne ferais pas ce que tu as fait, je ne serais pas aujourd'hui ce sacerdoce que les médecins, chez les mères aussi, on voit la pénurie, entre guillemets, la crise peut-être des vocations parfois dans certaines communes. C'est un changement de comportement quand même, globalement. Moins des mères. Moins des maires, c'est différent. C'est plutôt les conseillers municipaux où ça va être un peu plus difficile de mobiliser des gens, parce que c'est l'engagement du bénévolat sur 6 ans. Mais les maires, vous en trouverez toujours. Oui. Mais c'est vrai que les médecins vétérinaires, ça ne va pas aller dans le bon sens. Jeudi, il y a la journée nationale des vétérinaires en France. Et donc, c'est un sujet qui est sur la table par rapport au problème rural. Parce que des vétérinaires, ils s'en forment tous les ans. Et en plus, là, le ministère de l'Éducation et de l'Agriculture ont rajouté plus de 160 élèves pour monter le nombre de vétérinaires à la sortie. Mais le problème, il y en a 85% qui veulent aller sur tout ce qui est animaux domestiques. Animaux de compagnie, ils ne veulent pas aller au niveau de la ruralité. Donc là, pour nous, c'est un gros problème. C'est une question d'argent, vous avez raison, c'est une rentabilité. On a un auditeur en ligne avec nous, Antoine. Bonjour Antoine, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Voilà, moi ce que je voulais dire, je suis en Corse, dans un village de un peu plus de 200 habitants. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est le constat. Le constat, c'est que la France a procédé par centralisation excessive et par cercle concentrique. Centralisation à Paris, centralisation dans la région, centralisation des départements et centralisation avec l'intercommunalité. Mais ça, c'est un constat. Juste, on a complètement dévitalisé le milieu rural en incitant les gens à aller à la périphérie des villes et en organisant toutes les activités, je dirais, autour des villes et des métropoles, au détriment des campagnes. Mais ça, c'est le constat. Aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, c'est la loi NOTRe et l'intercommunalité. L'intercommunalité, du moins, je parle dans la situation que je vis, elle est complètement, c'est un cataplasme sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'on a organisé une intercommunalité qui ne fonctionne pas, en regroupant plus de 40 communes, avec des éloignements importants en termes de kilomètres, avec aucune convergence d'une commune à une autre, et tout ça avec donc une vision technocratique en disant il faut un seuil de 6000 et quelques habitants pour qu'une intercommunalité fonctionne, etc., etc. Donc c'est un raisonnement en laboratoire qui ne se vérifie pas du tout sur le terrain. Alors ce que je voudrais, et lors de sa venue, lors du grand débat, lors de sa venue en Corse, Emmanuel Macron s'était prononcé pour dire non mais moi je suis contre les mariages forcés et je veux laisser aux communes la liberté de s'organiser. Alors j'en profite de la présence sur votre antenne d'un député de la LREM qui est soucieux de la ruralité pour qu'il s'engage à prendre une loi révisant justement cette loi NOTRe et redonner aux communes la possibilité de s'organiser. La liberté, c'est-à-dire si elles veulent fusionner, elles fusionnent. Si elles veulent se monter en intercommunalité, elles définissent elles-mêmes. Qu'elles aient la liberté de le faire. C'est ça, que la liberté leur soit laissée. Alors, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Oui, malheureusement. Mais pour répondre rapidement, c'est ce qu'on a voté en décembre. C'est la loi qu'on a votée en décembre, c'est-à-dire que c'est pas ce que semblait dire notre auditeur.
Je pourrais l'avoir si vous voulez hors antenne, on pourra en parler, mais la loi est votée, c'est ce que je disais tout à l'heure, monsieur le maire. On peut aussi diviser des communautés de communes de 55 000 habitants. Et ça, c'est la volonté des élus, quoi. C'est les élus sur place qui décident de ce qu'ils veulent faire pour l'avenir, pour leur territoire. Et c'est vrai que la loi NOTRe, c'est vraiment pas une réussite. Je confirme. Mais bon, les contraintes pour arriver à ce résultat divisé sont telles que peu de collègues vont le faire. Bon, on aura l'occasion, je pense, de reparler de ce sujet, bien évidemment. Merci Fabrice Allongeville, merci Olivier Damézin. Merci à vous. Merci Antoine de votre appel. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.